va changer complètement de sujet. Les économistes n'ont pas bonne réputation, mais je vais assumer quand même. Donc, richesse, pauvreté, sous-développement, nous voici d'emblée au cœur même de la pensée économique. Celui qu'on peut considérer comme le père de l'économie classique, c'est Adam Smith, qui en 1776 publiait son célèbre ouvrage « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». C'est exactement notre sujet. Certains l'avaient précédé, beaucoup d'autres l'ont suivi dans cette recherche, et on pourrait penser qu'après tant d'efforts intellectuels, cela aurait abouti à une richesse universelle. Et hélas, il n'en est rien. Aujourd'hui, au XXIe siècle, environ 80% de la population mondiale sont toujours très pauvres. Presque la moitié de la population essaie de survivre avec moins de 2 $ par jour, à comparer environ 100 $ pour les Américains. Le revenu par tête dans les 20 pays les plus riches est 37 fois celui des 20 pays les plus pauvres. Bref, vous le savez bien. Manifestement, la plupart des pays n'ont pas réussi à faire que le capitalisme instauré à la fin du XVIIIe siècle profite à leurs habitants. Et même d'ailleurs dans les pays dits riches, de grandes inégalités persistent. Par exemple, en France, je le lisais récemment, alors, bref, que un pourcentage important de la population vit en dessous avec une somme de 900 € par mois. Ce qui est... Bon, je croyais l'avoir mis là. Bon. Tant pis. L'incidente question donc demeure. Comment les pays riches sont devenus riches et pourquoi les pays pauvres restent pauvres? Alors ça, c'est le titre d'un ouvrage dont je ne saurais trop vous recommander la lecture, signé de Eric Reinert. C'est un Norvégien, bon, enfin, qui vit aux États-Unis ou en Europe la plupart du temps, et qui a écrit ce bouquin absolument remarquable, et beaucoup d'autres articles d'ailleurs sur la question, mais il est très très prolixe. Et vous trouverez ces références sur Internet en tapant Eric Reinert, R-E-I-N-E-R-T. Donc, comment les pays riches sont devenus riches et pourquoi les pays pauvres sont devenus pauvres. Bon. Pour commencer, donc, nous allons voir comment fonctionne notre système économique, quelle est sa logique interne, quelles sont les conditions du développement économique et pourquoi certains pays ont-ils mieux réussi que d'autres. Alors, pour répondre, il faut interroger à la fois la théorie économique et l'histoire économique. La science, entre guillemets, de l'économie n'est nullement une science expérimentale, malgré les efforts de beaucoup d'économistes. Par contre, l'histoire économique est très riche d'enseignements. Et il est fort regrettable que l'enseignement officiel n'accorde pas plus d'attention à leur synthèse. Au lieu de faire des études de mathématiques avancées aux économistes, on ferait beaucoup mieux de leur faire apprendre l'histoire économique. Bon. Il faut commencer par d'abord définir ce qu'est la richesse d'une nation. Et ça, je vais emprunter la définition à un économiste que j'aime bien, dont je vous ai déjà parlé ici ou par écrit, c'est le père jésuite Heinrich Pech. C'est un jésuite allemand qui est mort en 1926 et qui a écrit une somme économique, il y en a 10 volumes, c'est considérable, il y a 5000 pages de texte, et qui a été un des promoteurs de l'encyclique Quadragesimo Anno. Il était mort en 26, Quadragesimo Anno c'est 31, mais un de ses élèves qui était Neil Browning a participé largement à cette élaboration d'encyclique. Bref, comment définir la richesse d'une nation? On peut dire qu'une nation est riche lorsqu'elle assure, premièrement, la fourniture permanente à ses habitants, normalement en nombre croissant,
de suffisamment de biens matériels et de services assurant la satisfaction des besoins croissants qui accompagnent le développement de la culture, ou civilisation si vous préférez. Deuxièmement, si bien que, avec un nombre significatif de gens modérément riches, une large et vigoureuse classe moyenne fait sentir sa présence dans la société. La classe moyenne, c'est très, très important. Troisièmement, qui est assurée pour tous, même aux classes les plus pauvres, une subsistance humaine décente correspondant au niveau donné de culture, excluant la misère permanente. Et quatrièmement et finalement, tout cela tout en préservant les biens supérieurs implicites de la personnalité humaine, de la famille et de la société politique. Il découle de cette définition que la richesse ne peut pas être exprimée par un nombre unique, puisqu'il faut absolument tenir compte de la répartition de la richesse à l'intérieur de la nation. Et cependant, la seule expression qui est universellement de la richesse qui est universellement adoptée, c'est le PIB par habitant, le produit interne brut par habitant. Alors on a un problème. D'abord parce que le PIB n'est pas un indicateur de richesse créée, c'est simplement la dépense de tous les agents économiques. C'est la somme des dépenses. Si le samedi soir, vous installez dans votre fauteuil pour siroter une bonne bouteille, ça ne fait pas avancer le PIB. Par contre, si vous allez au bar du coin et que vous dépensiez un peu plus pour votre boisson, là, c'est bon pour le PIB. Alors, si en plus vous avez un accident en allant à votre bar préféré, alors là, c'est génial, parce que il va falloir dépenser de l'argent pour réparer votre voiture, ou éventuellement même en acheter une autre. Donc, le PIB va monter. Et vous, mesdames, tout le travail domestique que vous pouvez faire, ça n'augmente pas du tout la richesse du pays. Mais par contre, si vous vous prélassez dans un fauteuil en lisant les magazines féminines et que vous confiez à une soubrette tout le travail, alors là, vous augmentez le PIB sérieusement. Bien. Ça veut dire que le malheureux qui reste chez lui est un boulet pour la croissance. L'État aussi pose un petit problème parce que les dépenses de l'État, il y en a là-dedans qui correspondent à des services réels que nous paierions de toute façon, comme la justice, la défense, tout ce que vous voulez, enfin les fonctions royales. Mais je trouve que les subventions aux associations de gays et lesbiennes, les subventions aux partis politiques, aux syndicats et je ne sais quoi, est-ce que vraiment ça enrichit le pays? Est-ce que vous croyez que c'est un... Bon, on peut discuter. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de mesure de la richesse réelle d'un pays. Ça, c'est la première constatation. Pour la richesse, on ferait mettre, il y a quand même quelques indices. On pourrait regarder la vitesse de circulation de la monnaie, par exemple, qui est la dépense par rapport à la masse monétaire, est un meilleur indicateur vraiment de ce qui se passe dans une économie que le PIB. Bien. Ma deuxième remarque préliminaire, c'est on va parler quand même du capitalisme. Parce que, bon, tout le monde croit savoir ce qu'est le capitalisme, mais enfin, c'est bon de repréciser les choses. Donc, quand nous parlons de la croissance dans le cadre, on parle de la croissance dans le cadre du capitalisme ambiant. Non pas que ce système constitue un idéal, il peut être critiqué, contesté, mais c'est un tout autre débat. Il est vrai que sa formation au XVIIIe siècle a été effectuée par la conjonction des Lumières écossaises. C'est la véritable origine des Lumières. Elles ne sont pas françaises du tout, elles sont écossaises au départ, qui sont de Hutcheson, Hume, Adam Smith et compagnie. Du presbytérianisme qui est en réalité un calvinisme, et de l'idéologie Whig, issue de la glorieuse Révolution anglaise de 1688, que la franc-maçonnerie réorganisée à cette époque devait répondre dans le monde entier. Au siècle précédent, les jésuites en Amérique avaient fait une expérience extrêmement intéressante d'un système économique d'inspiration catholique qui marchait très bien. C'est pourquoi les forces que je viens de nommer n'ont eu de cesse qu'il ne fut détruit.
Mais ceci est une autre histoire qui est au demeurant d'ailleurs très passionnante. Bon, une société est dite capitaliste, une société est dite capitaliste lorsqu'elle confie son système économique aux intérêts privés. Ceci implique la propriété privée des moyens de production et la légitimité de la production pour un profit privé également. Bien que ne faisant pas partie de la définition, il faut ajouter le crédit bancaire qui est essentiel pour le fonctionnement du système capitaliste. Le capitalisme, c'est bien plus qu'un système économique. C'est un système social qui peut d'ailleurs, ainsi que toute autre forme d'organisation, être jugé seulement sur ses résultats économiques. Il faut tenir compte aussi de ses succès ou de ses échecs sociaux, culturels. Même ces résultats purement économiques ne sont pas susceptibles, comme je viens de vous le dire, d'une mesure précise, puisque le PIB ne remplit pas, à mon avis, cette fonction. Son caractère spécifique, et ça c'est très important, est d'être en constante évolution. Un capitalisme stationnaire, c'est une contradiction dans les termes. Incidemment, c'est pourquoi l'économie classique et même néoclassique, qui fait de l'équilibre économique, de l'équation d'équilibre économique, le but même de la recherche économique, c'est une absurdité complète. On verra ça tout à l'heure. Bref. Donc, le véritable équilibre, il est dans le cimetière. Dans les cimetières, l'équilibre est parfait. Économique, j'entends. La figure centrale du système, c'est l'entrepreneur. Alors, sa fonction essentielle, c'est pas seulement de gérer le courant de son entreprise, mais aussi de créer, d'innover. Et ici, il faut que je vous cite l'économiste qui a sans doute le mieux compris et exprimé l'essence du capitalisme, et qui d'ailleurs est, à mon sens aussi, le plus grand économiste, non pas de tous les temps, mais au moins pour le système actuel, c'est Joseph Schumpeter, qui est mort en 1950, il était né en 1883. Joseph Schumpeter est vraiment un personnage, un puits de science, qui enseignait finalement, il a passé une vingtaine d'années à enseigner à Harvard. Et il a écrit un bouquin dont je ne saurais trop vous recommander la lecture, qui est Capitalisme, Socialisme et Démocratie, qui a été écrit en 1949, je crois bien, et qui n'a pas perdu une ride. Il y a une traduction française. Donc, comme pour Reinhardt d'ailleurs. Reinhardt a une traduction française, comme je l'ai dit le titre. Donc, Schumpeter. Et il a dit ceci, il a écrit même. L'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle, tous éléments créés par l'initiative capitaliste. C'est page 164. Et un peu plus loin, il dit l'ouverture de nouveaux marchés nationaux ou extérieurs et le développement des organisations productives constituent d'autres exemples du même processus de mutation industrielle, si l'on me passe cette expression biologique, qui révolutionne incessamment de l'intérieur la structure économique en détruisant continuellement ces éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs. Ce processus de destruction créatrice, retenez bien ces mots, destruction créatrice, constitue la donnée fondamentale du capitalisme. C'est en elle que consiste en dernière analyse le capitalisme, et toute entreprise capitaliste doit bon gré mal gré s'y adapter. Alors, le problème, c'est que cette conception de l'économie est en opposition, mais totale, au fondement de l'économie classique, qui est inspirée de la pensée de la physique de Newton, et tels qu'on les trouve dans les principes d'économie, Principles of Economics d'Alfred Marshall, qui est mort en 1924. Et ces principles sont, la dernière édition date de 1890, et c'était la Bible de tous les professeurs d'économie de toutes les universités du monde, jusqu'à l'arrivée de Keynes, en 1936. La théorie classique, donc, ou néoclassique, donc on dit néoclassique depuis Marshall, mais classique, ça se réfère plutôt à Adam Smith, Ricardo et toute la bande. Donc la théorie classique cherche à définir les conditions d'une concurrence parfaite.
d'un équilibre parfait. Elle suppose une information parfaite de tous, des rendements d'échelle constants, ça c'est capital, et une totale divisibilité de tous les facteurs de production. Une des conséquences de cette vision idyllique est que toutes les activités sont identiques. Un cireur de chaussures à Quito et IBM sont tous les deux des firmes représentatives. Alors on obtient certes de magnifiques équations d'équilibre, mais le seul défaut, c'est qu'elles n'ont absolument aucune relation avec la réalité. Le problème est que ces modèles imités de la physique, et qui ont monopolisé le discours, tendent précisément à exclure ces facteurs qui créent la richesse. Comme on va le voir, la richesse vient justement du déséquilibre du marché. La concurrence imparfaite, les innovations, les synergies entre secteurs de l'économie, les économies d'échelle et de gamme, et présence des activités économiques qui rendent possible ce facteur. Donc, la notion de rendement croissant notamment, Marshall a eu un mal énorme pour arriver à éliminer de la théorie économique la réalité des rendements croissants. En 1890, on était déjà bien avancé dans la révolution industrielle. Et il a réussi à éliminer les rendements croissants de la théorie économique. Ce qui fait que la théorie économique classique ne s'intéresse pas vraiment à la croissance parce qu'elle considère que la croissance vient d'elle-même. Il a fallu la crise de 29. Alors la crise de 29, ils sont posés quelques problèmes et Keynes est venu à leur secours. Alors Keynes, si vous voulez, il a trouvé une recette magnifique qui consiste à dire aux États, vous devriez faire augmenter vos dépenses. Alors ça, c'était exactement, si vous voulez, donner les clés d'une distillerie à une bande d'ivrognes. Parce que dire aux politiciens, pour sauver l'économie, il faut que vous dépensiez davantage, alors là, franchement, vous voyez ce que ça donne maintenant? Ben, on est en plein dedans, on est dans le résultat de la politique de Keynes, aveuglement adoptée, parce qu'ils connaissent que ça, par les gens qui... Alors pourquoi la théorie économique est importante? Parce que la théorie économique est à l'origine de la politique économique. Vous pouvez faire une certaine politique économique que si vous avez une idée vaguement du fonctionnement du système et de la théorie et de la politique de croissance. Donc, dans une certaine mesure, les gens actuellement qui sont au pouvoir dans le monde et qui font face à la crise ont une certaine excuse parce qu'effectivement, la théorie économique ne leur donne pas beaucoup de... Alors je vais vous dire, il y a eu récemment une déclaration absolument extraordinaire de Richard Fisher, qui est le président de la Fed de Dallas. Vous savez que la Fed, aux États-Unis, il y a 12 régions aux États-Unis et chaque région est présidée par un président. Et donc celui de Dallas vient de déclarer, mais c'est tout récent, c'est du 21 septembre. Il a dit, la Banque centrale des États-Unis, la Fed, n'a absolument aucune idée de ce qu'il convient de faire pour sortir l'économie américaine de l'ornière. Il insiste en expliquant que la vérité cependant est que personne au sein du comité de politique monétaire de la Fed ou de la Banque centrale ne sait réellement ce qui entrave l'économie. Et il conclut en disant « Personne ne sait ce qui marchera pour remettre l'économie sur la bonne voie. » Encourageant, hein? Bien. Donc, jusqu'en 1973, il n'y a pas eu de grand problème, même si la théorie était déficiente, même si l'économie a des soubresauts, mais on était sorti de la crise de 29 grâce à la Seconde Guerre mondiale. Et jusqu'en 1900, après il y a eu le boom, bon, et jusqu'en 1973, tout allait bien. Et puis depuis 1973 et le premier choc pétrolier, alors là, la machine est cassée. Et ils ont commencé à se poser des questions pour savoir pourquoi ça ne marchait plus. Et c'est seulement depuis les années 80 que vraiment une nouvelle branche de la théorie économique est apparue, consacrée au développement économique. Mais c'est très très récent. Je vais vous parler d'une personne qui s'appelle Carlota Pérez. C'est une Vénézuélienne
qui a lu Schumpeter attentivement. Et Schumpeter pensait qu'il y avait une relation entre les innovations techniques et les cycles économiques longs de type Kondratiev. Cette idée, donc, Carlota Pérez a travaillé beaucoup. Elle a fait un bouquin remarquable qui s'appelle Technological Revolutions and Financial Capital, qui est paru en 2002, rassurez-vous, il n'y a pas de traduction française, dans lequel elle montre la relation entre les innovations et le développement économique. Vous vous souvenez que Schumpeter vous a dit l'essence du capitalisme, c'est la destruction créatrice qui vient des innovations. Elle a donc regardé l'histoire économique et elle a vu qu'en 240 ans, il y a eu 5 révolutions technologiques. Alors là, je vais aller vite parce que... Oui. La première fut la révolution industrielle à partir de 1771 avec l'introduction des machines pour les usines de textile. La laine de bonne foi. Ça avait commencé en 1485 avec Henri VII qui avait favorisé le développement justement de l'industrie de la laine avec des machines nouvelles en apportant du personnel, etc. Donc, première révolution, 1771, les machines pour le textile, ça se passait en Grande-Bretagne essentiellement, et même uniquement. À partir de 1829, ce fut l'âge de la vapeur, du charbon, du fer et des chemins de fer. Donc, nouvelle révolution à base de la vapeur et de la nouvelle énergie qu'elle apportait. En 1875, troisième révolution, c'est l'âge de l'acier et de l'ingénierie lourde, électrique, chimique, civile, navale. Lorsque l'acier de haute qualité et bon marché rendit possible la construction des chemins de fer rapides, de navires à vapeur rapide et du télégraphe transocéanique. La quatrième révolution, c'est 1908, c'est Ford. Le modèle Ford qui inaugura l'ère de l'automobile, du pétrole, de la pétrochimie, la production de masse. Et voilà, surtout de la production de masse. La production de masse est née avec Ford en 1908, parce que du jour au lendemain, il décida de doubler le salaire de ses ouvriers en les faisant passer à 5 $ par rapport à ce qu'il gagnait avant. 5 $ par jour. Et c'est le début de la production de masse. On va voir l'importance. Et la dernière révolution, c'est celle dans laquelle nous sommes, 1971, c'est le microprocesseur, qui est à l'origine de la révolution dans l'information, la télécommunication, que vous connaissez tous, et qu'on n'a pas fini d'épuiser. Alors la prochaine révolution sera sans doute l'âge de la biotechnologie, de la bioélectronique, de la nanotechnologie, de choses de genre. Ce qui est intéressant, ce qu'elle a démontré, c'est que chacune de ces grandes révolutions traverse 2 phases, chacune durant de 20 à 30 ans ou plus. La première, c'est ce qu'elle appelle la période d'installation. C'est le moment de la destruction créative de Schumpeter. C'est la bataille entre l'ancien et le nouveau paradigme. C'est lorsque l'investissement se concentre sur les nouvelles technologies, à la fois pour installer les nouvelles industries et infrastructures, et pour moderniser les industries anciennes. Pendant cette période, l'investissement est dirigé par la finance, qui est bientôt saisie par un vent de folie, et se livre à ce moment-là aux pires excès spéculatifs. Vous vous souvenez, il n'y a pas tellement longtemps, les sociétés les plus farfelues qui avaient quoi que ce soit proche avec justement les microprocesseurs atteignaient des sommes fantastiques à la bourse. Bien. Alors, à ce moment-là, la finance se détache complètement de l'économie réelle. Et ça engendre une inflation des actifs concernés. Donc les bulles se créent à ce moment-là sur ces entreprises plus ou moins fictives. Et ce boom se termine toujours par un effondrement total. La prospérité de l'âge doré, cette période d'installation donc, est caractérisée par une polarisation des revenus et par des changements de fortune des sociétés, des industries et des régions. Ces années d'euphorie se terminent immanquablement par une récession. 1793-1797, 1848-1850,
1890-1895, 1929-1943, 2007, on verra. Mais en tout cas, on n'est pas sorti, c'est clair. Ensuite vient la période de déploiement. C'était la période d'installation. Alors là, c'est l'âge d'or. On a fait des folies, il y a une crise qui corrige tout ça. On va repartir sur des bases un peu plus saines, c'est la période de déploiement. Ça a été le grand saut de l'Angleterre après la révolution industrielle, le boom victorien, la belle époque, les 30 glorieuses. Ces périodes de prospérité sont déclenchées par les politiques qui ont été mises en œuvre pour vaincre la récession. C'est l'époque de la large application du nouveau paradigme favorable à l'innovation et à la croissance pour toute l'économie. Les bénéfices sociaux sont largement répartis, renversant la polarisation de la période précédente. Et l'investissement est gouverné par le capital productif et non plus par le capital spéculatif précédente. Cette période se termine par la maturité et la révolution technologique de ces paradigmes, par l'épuisement de son potentiel d'innovation et de productivité, par la saturation des marchés. Tout ceci crée des conditions pour que le capital financier cherche d'autres emplois, tels que l'investissement dans des pays lointains et le financement de nouvelles technologies potentiellement révolutionnaires, et le cycle recommence. Pourquoi ce schéma ? Parce que la dynamique de l'économie repose sur l'interaction entre deux agents différents mais complémentaires. Le capital financier, donc disons spéculatif si vous voulez, et le capital productif. Je n'ai pas le temps de vous détailler leurs propriétés respectives, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y en a un qui est fixe et qui va s'inscrire dans des investissements à longue durée, alors que l'autre, il ne cherche que le succès à court terme. Bref, je n'ai pas le temps de vous détailler ça, mais les études de Carla Pérez sont tout à fait passionnantes. Et la leçon à tirer pour notre propos d'aujourd'hui, c'est que la croissance économique et la richesse qui normalement l'accompagnent ne sont pas du tout, dans notre système capitaliste actuel, un long fleuve tranquille. Dans la mesure où l'innovation est le moteur du système, les conséquences décrites ci-dessus sont inéluctables. Notons que déjà dans la Bible, les années de vaches maigres succédaient aux années de vaches grasses. Je vais vous parler maintenant, donc je vous ai dit que après la guerre, le souci des institutions qui ont été créées par Bretton Woods en 1945, qui étaient essentiellement le FMI et la Banque mondiale, ces gens-là se sont dit que ce serait bien de venir au secours des pays en voie de développement et de développer ces économies qui étaient très en retard. Donc, depuis ces années 50, ils ont essayé diverses formules que nous allons brièvement passer en vue parce qu'il faut le faire, parce que c'est un exemple de l'échec des procédés pour favoriser la croissance économique des pays. La première idée qu'ils ont eue, juste après la guerre, donc très keynésienne, fut de croire qu'il suffirait d'investir en équipement de toutes sortes, des barrages, des roues, des machines, pour obtenir la croissance. Ça vient de ce qu'en 1946, un professeur d'Omar avait publié un article intitulé « Expansion du capital, taux de croissance et emploi », où il affirmait que la capacité de production était proportionnelle au capital investi. En général, au capital investi. En 1957, 11 ans après, il a répudié cette théorie parce qu'il s'était aperçu qu'elle était fausse. Malgré cela, le modèle Harrod d'Omar est encore le modèle le plus utilisé par la Banque mondiale et le FMI. Ce modèle fut aussi adopté par les économistes soviétiques, avec le succès que vous connaissez. En 1960, Rostov publiait son fameux « Les étapes de la croissance », et des 5 étapes prévues, celle qui frappa le plus les esprits était la première, le décollage vers la croissance soutenable. Le seul facteur décisif cité par Rostov était une augmentation de l'investissement de 5 à 10% du revenu. Ce qui fait qu'entre 1950 et 1995, les pays occidentaux ont donné $1 trillion en 1985 en aide,
sans que la croissance soit rendue 1 trillion, c'est 10 puissance 18. Sans que la croissance soit au rendez-vous. Pourtant, dans 2 articles de 1950 et 1957, l'économiste Robert Solow, Nobel 87, expliquait que la seule source de croissance était le changement technologique. Il avait lu Schumpeter. Et que l'investissement ne pouvait pas à lui seul assumer ce rôle. Par croissance, dit-il, on entend une amélioration du niveau de vie de chaque personne. Et la seule façon de l'obtenir est que chacun de nous produise davantage de biens. L'important est donc la productivité du travail. Il n'y a que 2 facteurs de production, le travail et les machines, l'investissement. On pourrait croire qu'il suffit d'augmenter le nombre de machines à la disposition des ouvriers. En réalité, on se heurte très vite à un rendement décroissant. L'augmentation d'un facteur de production relativement à l'autre ne peut pas augmenter indéfiniment la production. Le rendement de chaque unité additionnelle est de plus en plus faible. Or, il faut savoir que le revenu du capital, la part du capital dans cette équation, la part du capital ne représente qu'un tiers du revenu total. Alors, si le capital ne compte que pour un tiers de la production, cela signifie que les rendements décroissants des investissements vont se manifester très vite. Ainsi, l'augmentation des investissements en général et celle de l'épargne n'est pas la bonne méthode pour obtenir la croissance. Voyons ça, ce qu'on appelle le Washington Consensus, ça veut dire le consensus de la FMI, de la Banque mondiale. La seconde idée fit de croire que la clé de la croissance était la formation et l'éducation. Alors, tous des efforts de formation, d'éducation dans tous les pays sous-développés. Mais en réalité, ce n'était pas une bonne idée parce qu'on s'est aperçu très vite qu'il n'y avait aucune corrélation entre le niveau d'éducation et la croissance. Alors, bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je n'ai pas le temps de détailler, parce qu'effectivement, si vous faites des efforts d'éducation dans un pays d'illettrés totaux, vous pouvez leur faire de belles formations mathématiques ou autres, ça débouchera sur rien du tout. Bon. Donc l'éducation, il continue quand même, enfin c'est mis au second plan, ils ont abandonné ça comme idée principale. Alors l'idée suivante fut la distribution universelle des préservatifs. Oui, les capotes, assorties de bons conseils visant le contrôle des naissances. Il n'y avait pas de croissance par tête, c'est qu'il y avait trop de têtes. Alors bien que de nombreuses études aient montré l'absence de corrélation entre le développement économique et la variation de la croissance de la population, tous les prêts de Washington sont associés, toujours maintenant alors, à des mesures impératives de contrôle de la population. Bien. Comme ça ne suffisait pas et que les pays pauvres restaient pauvres, ils se sont dit, on va faire des prêts. Alors, estimant que c'était la mauvaise politique des gouvernements qui entravait la croissance, il suffirait de prêter de l'argent pour inciter les pays à réformer leur politique. Alors, au lieu de financer les investissements, on finançait les réformes. On favorisait surtout une colossale corruption. Alors, sauf cas exceptionnel, et j'en connais que 2, c'est la Thaïlande et la Corée. Ce fut partout un sanglant échec, enfin, pas pour tout le monde. Et pas pour les importations, parce que le résultat, c'était de faire ces prêts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas investi dans un pays, ils n'ont rien fait. Ils ont importé tout simplement ce dont ils avaient besoin. Et les gouvernants se sont enrichis. Donc il fallait l'étape suivante, dans laquelle nous sommes, qui est la conséquence de la précédente, c'est l'abolition des dettes. Le mouvement commença dès 1979, et il est toujours en pleine vigueur, comme vous le savez. Une phrase peut résumer le succès inévitable de cette mesure. Tout effacement de dette aura comme résultat un nouvel endettement par des gouvernements irresponsables et une hypothèque sur l'avenir au même degré qu'auparavant. Pour la période 1989-1997 et pour 41 pays pauvres et endettés, les dettes abolies, effacées, 33 milliards de dollars, nouveaux emprunts, 41 milliards de dollars. Comme vous voyez, le bilan de Washington, du Washington Consensus est plus que décevant. C'est aussi celui des meilleurs économistes du monde.
Alors, maintenant, je vais aborder la partie positive, si vous voulez. Vous voyez ce qui n'a pas marché, vous voyez quel est le principe de fonctionnement du capitalisme dans lequel nous sommes, donc qu'est-ce qu'il faut faire? L'incantation quotidienne des politiciens et des hommes d'affaires, compétitivité, il faut améliorer la productivité, il faut améliorer la... Ils n'ont aucune idée de ce que c'est, ils ne savent pas de quoi ils parlent, hein, ils n'ont aucune idée. Même si on a un ministre du redressement productif. Attention. Alors on va commencer quand même par définir les termes dont on utilise. Le sens microéconomique, la compétitivité, exprime la capacité d'une entreprise à rivaliser, à croître, et à être profitable sur le marché. Bien. Au sens macroéconomique, eh bien, il n'y a pas du tout d'accord sur la bonne définition de ce qu'est la compétitivité. Donc, je vais quand même vous en proposer une, parce qu'il y en a une qui est meilleure que les autres. C'est que, par compétitivité, il faut entendre la capacité d'une nation de produire, distribuer des biens et services dans une économie internationale, donc en concurrence avec les biens et services produits par les autres nations, tout en élevant le niveau de vie de sa population. Et ça, c'est la partie capitale, tout en élevant le niveau de vie de sa population. La compétitivité, ce n'est pas la même chose que la productivité ou l'efficience. Bien qu'il soit difficile d'être compétitif, si vous n'êtes pas efficient, vous voyez une bonne productivité, il n'est nullement évident que d'être le producteur le plus efficient d'un produit objet du commerce international rende un pays compétitif, c'est-à-dire d'élever son niveau de vie. C'est le cas, entre autres, de tous les pays qui vendent essentiellement des matières premières. Certains producteurs et certaines nations très efficients, au moins dans certains domaines, sont désespérément pauvres. Ils sont efficients pour des produits qui n'apportent pas de compétitivité au sens d'augmentation des revenus de la richesse nationale. Par exemple, Haïti est le premier producteur, plus efficient, producteur de balles de baseball. La balle de baseball nécessite 108 coutures différentes, c'est très compliqué. Les deux pays les plus efficients, et vous comprenez pourquoi, parce que la main-d'œuvre est payée à 30 cents de l'heure, c'est Haïti, le Honduras, et je sais plus qui, enfin bref, ce genre de pays. Ils sont les plus efficaces au monde, et le marché est aux États-Unis, vous vous en doutez. Donc ils vendent ça très cher aux États-Unis, mais c'est produit par Haïti, et ils sont abattables pour ça. Mais vous voyez, le niveau de vie de Haïti n'est pas pour autant amélioré. Bien. Une productivité, donc, relativement ou absolument élevée ne donne pas du tout la garantie de la compétitivité. L'élément clé de celle-ci, c'est la concurrence imparfaite. C'est-à-dire tout ce qui a éliminé la théorie classique de l'économie. Et c'est elle qui empêche l'égalisation des prix des facteurs chers à la théorie néoclassique. La théorie néoclassique pense que la libre concurrence, c'est le principe des vases communicants. Encore une fois, c'est une analogie physique. C'est tiré du principe des vases communicants. Si tous les pays ont la même liberté d'acheter et de vendre, ils s'imaginent qu'il va y avoir une égalisation du prix des facteurs de production, c'est-à-dire du salaire horaire des ouvriers dans le monde. Évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ça, c'est ce que dit la théorie. Donc, en réalité, le fait qu'une firme... Le fait qu'une firme soit compétitive au sens microéconomique ne signifie pas du tout que son activité va rendre plus compétitive la nation où elle se trouve. Être le plus efficient dans les mauvaises activités ne conduit pas au développement économique. Ça, c'est fondamental. C'est vrai aussi pour le choix individuel des carrières. C'est comme si vous me disiez que d'être le plongeur le plus efficace d'un restaurant français est la même chose que d'être le plus brillant chirurgien des hôpitaux. Il y a quand même une petite différence entre les deux. Alors pour la théorie classique, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que la théorie classique, elle ne connaît qu'une chose, c'est l'heure de travail. Elle ne connaît que l'unité de temps de travail. C'est pour ça que tous les travaux sont indifférenciés et que le cireur de chaussures de Quito, c'est la même chose que l'ingénieur de chez IBM. Pareil, une heure de travail égale une heure de travail. Ça, c'est la base de la théorie classique et de Ricardo, et c'est le principe même du... Alors, je ne vous parle pas du libre-échange parce que là, ça nous embarquerait dans une discussion beaucoup trop longue pour cette fois-ci. Donc voilà. Donc le secret de la réussite, c'est la compétition, la concurrence imparfaite, grâce à l'innovation, grâce au progrès que vous réalisez, et dans des activités soigneusement choisies. C'est pour ça que Reiner, par exemple, a fait un tableau
des activités économiques en marquant leurs différences en fonction justement de ce qu'elles rapportent, de ce qu'elles permettent de gains pour le procédé. Bon. En réalité, le progrès de la technique, avec le progrès de la technique, une nation peut devenir riche de deux manières. L'une est le mécanisme de Ricardo, qui est d'obtenir la baisse des prix, parce qu'effectivement, quand vous augmentez la production en maintenant le coût des facteurs stable, vous pouvez vendre davantage, donc baisser vos prix de vente. Mais ça, c'est le consommateur qui va en bénéficier, uniquement le consommateur. L'autre, c'est le partage des bénéfices dus à la nouvelle technologie entre des profits plus élevés de la société, des salaires plus élevés et des revenus taxables plus élevés. Tout le monde gagne. Parce que là, vous favorisez le producteur et non pas simplement le consommateur. Parce qu'effectivement, quand Ford a augmenté le salaire de ses ouvriers, il a augmenté le pouvoir d'achat dont tout le monde a bénéficié. La société, bien sûr, qui a vendu davantage de voitures, les ouvriers qui ont eu un salaire plus important, l'État qui a pu taxer à une entreprise plus profitable. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement la baisse des prix qui est l'objet, parce que la baisse des prix, vous l'avez aussi avec le second système. Enfin, l'effet principal de la seconde système de répartition, c'est d'augmenter le niveau de vie de la population. Et pour ça, il faut évidemment qu'il y ait des rendements croissants. C'est la clé du problème. En plus, alors si l'information est imparfaite, alors je vous signale que la première patente a été inventée par Venise en 1400 et quelque chose. Hein. Donc, quelle année? Enfin bon. Donc Venise est la première nation économique à avoir créé justement des brevets, des patentes pour protéger son industrie qui était très importante, comme vous le savez. Donc l'information imparfaite, ça crée de fortes barrières d'entrée pour empêcher tout nouvel arrivant de s'installer. Bon, la recherche de la rente est le facteur décisif de la croissance économique. La rente, c'est un mot que les économistes abhorrent. Ça, ils le détestent. Mais enfin, c'est quand même la condition de succès, c'est embêtant. Donc, être compétitif aurait une information parfaite divisibilité des facteurs de production, pas d'effet d'échelle, conduit à la pauvreté, inévitablement, quel que soit le niveau de productivité de certaines de ces entreprises. Vous voyez Haïti. Vous pouvez être le plus efficace producteur en quelque chose, si ça n'apporte rien à l'ensemble de la population, ben, vous perdez votre temps. Le protectionnisme des high-tech fait partie de cette recherche de la rente. Ceci est aussi au cœur des mécanismes qui empêchent l'égalisation du prix des facteurs, contrairement à ce que raconte Samuelson dans un article extrêmement célèbre. Il faut savoir que dans l'Union européenne, il y a plus de 60% des territoires qui reçoivent des subventions dans l'Union européenne à cause de leur sous-développement. Le marché européen devait conduire à de grandes économies d'échelle. Et qu'est-ce qu'on constate en fait? Une concentration de la production, créant moins de centres et davantage de périphéries, augmentant d'autant le besoin de redistribution. Mais comme vous le savez, par exemple, en Italie, l'Italie du Nord est très riche et très industrialisée, et l'Italie du Sud très pauvre, et l'Italie du Nord fait vivre l'Italie du Sud. Ce qui ne va pas non plus sans créer des problèmes politiques, vous vous en doutez. L'augmentation des salaires que permet la nouvelle technologie va se propager dans l'ensemble du marché. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites à l'écart possible entre les salaires dans un même pays. Et d'autre part, le travail, les gens disponibles, le travail va passer des emplois moins productifs aux emplois au rendement plus élevé. Donc, il va y avoir une élévation générale aspirée par l'augmentation des salaires dans le système industriel de l'ensemble de la population. La productivité des coiffeurs n'a sans doute pas beaucoup augmenté depuis Aristote, et cependant la rémunération des coiffeurs dans les pays industrialisés a bénéficié des hausses de salaire des ouvriers de l'industrie, enfin les ouvriers et des ingénieurs évidemment, de tout le monde. Ceci explique pourquoi aussi
le chauffeur de bus en Allemagne a un salaire qui est beaucoup plus élevé que celui du chauffeur à Bogota, alors qu'ils font exactement le même métier. Pour résumer, le secret de la richesse des nations dans le système capitaliste en vigueur, c'est de développer les activités susceptibles de bénéficier d'inventions et d'innovations permettant des rendements croissants, autorisant des augmentations de profits, de salaires, accompagnées de baisse des prix. Ainsi, producteurs et consommateurs sont gagnants. Alors, ce système a été conçu au XVIIIe siècle, au moment de la naissance de nouvelles technologies qui allaient trouver dans l'essor industriel en plein épanouissement. Il y avait alors un excédent de population agricole qui trouva dans l'industrie naissante un heureux débouché. Enfin, si on passe sur quelques horreurs. À partir de Ford et du Taylorisme, la production de masse permit, grâce à l'augmentation des salaires dans l'industrie, un formidable progrès économique. Mais elle exigeait une fuite en avant et une recherche de débouchés dans des pays que l'on se gardait bien d'industrialiser. Il suffisait de leur chanter les vertus du libre-échange, je vous achète vos matières premières, et vous m'achetez mes produits manufacturés. Mais un beau jour, certains de ces pays, à commencer par les États-Unis, ont dit non, on n'est pas d'accord. Alors à ce moment-là, il a fallu partager notre savoir-faire, enfin j'accélère un peu, et donner gratuitement le fruit de nos innovations. C'est ce qu'on a fait avec la Chine. Hein, on a fabriqué la capacité industrielle de la Chine. Et puis maintenant, on dit, ah oui, c'est embêtant, parce que la contrepartie, c'est la masse de chômage en France. Et en France, en Allemagne et dans tous les pays européens. Il faut savoir. Bien. Donc, il fallait partager. Et donc, le ralentissement de la croissance, dont on va voir dans un instant, et pourquoi, elle rendait du coup le poids de la main-d'œuvre prohibitif dans les pays avancés. Pour pouvoir continuer la production de masse, la seule solution était la délocalisation, et nous voyons maintenant le revers de cette médaille. Alors aujourd'hui, ça c'est la situation classique, aujourd'hui le fait nouveau, c'est que l'activité manufacturière, donc qui est à la source de l'enrichissement de toutes les nations depuis le XIXe siècle, ne représente plus dans les économies avancées qu'une faible contribution au PIB. J'utilise encore le PIB parce que tout le monde le fait et que j'ai rien d'autre à proposer. Aux USA, ça ne représente plus que 13%. En Grande-Bretagne, 11%. En France, 11% en France. En Allemagne, 19 encore. Au Japon, 20. En Corée, 28. Et en Chine, 32. Eux, ils sont dans la pleine phase d'industrialisation et donc des bénéfices qu'ils tirent de l'industrialisation comme nous, on l'a fait au XIXe siècle en Europe. Ceci veut dire que les activités susceptibles de bénéficier des rendements croissants sont beaucoup plus limitées aujourd'hui qu'auparavant. Pourquoi ? Parce que désormais, ce sont les services qui contribuent pour 70% maintenant du PIB des nations industrialisées. Or, les services, ce sont le commerce, les banques, les juristes, les médecins, le service santé, enfin bref, tout ce qu'on entend par service, hein, ne sont guère capables de bénéficier d'économies d'échelle. Guère capables. En outre, les chômeurs de l'industrie ne sont pas facilement adaptables aux demandes éventuelles des services. Par exemple, des activités différentes ne peuvent pas absorber de façon profitable des quantités très différentes de connaissances et de capital. Par exemple, vous ne pouvez pas élever le niveau d'expertise et de salaire d'un ramasseur de laitue à celui d'un ingénieur en informatique. Pour le ramasseur de laitue, cela ne changera qu'avec la mécanisation du ramassage. Mais à ce moment-là, c'est la seule possibilité pour lui de s'enrichir. Mais son job aura complètement changé de nature. Et ceci est vrai pour une nation comme pour un individu. Alors, le problème actuel, justement, de tous les hommes politiques, c'est qu'ils n'ont pas compris que, justement, il y a eu ce transfert et qu'on n'est plus dans le cas où on pouvait piocher dans un réservoir de paysans désormais désœuvrés grâce au progrès de l'agriculture déjà du XVIIIe mais au XIXe siècle. Et ainsi, entre parenthèses, le progrès de l'agriculture
est lié étroitement au progrès de l'industrialisation. C'est pour ça que c'est une erreur complète de s'imaginer que pour les pays sous-développés d'Afrique et d'ailleurs, il faut commencer par développer l'agriculture. Non, l'agriculture a besoin de l'industrie pour s'améliorer. Les engrais, même si, alors qu'ils en abusent, c'est un autre problème. Mais quand même, l'agriculture a énormément bénéficié de l'industrialisation pour les outils, etc. Bref, donc il faut que les deux se développent en même temps. Donc, on n'est donc plus du tout dans la situation du 19e siècle où on pouvait mettre un ouvrier agricole devant une machine, ça ne posait pas de problème. Maintenant, pour mettre un ouvrier de l'industrie devant dans un service technique nécessitant des connaissances très spécifiques, ça ne marche pas. Ça veut dire que le mécanisme de hausse des salaires de l'ère industrielle est cassé. Définitivement. Le système de création de richesse ne marche plus. Enfin, celui-là. Nous sommes devant une crise de système économique. Et la politique d'injection monétaire pour relancer l'économie est vouée à l'échec. Il continue à pratiquer la politique keynésienne. Donc vous voyez partout, donc ça consiste à injecter de la monnaie. La Fed a décidé il y a 15 jours d'injecter 40 milliards par semaine, 40 milliards de dollars par semaine dans le système. Alors, quand on voit les graphiques de masse monétaire, ils ont explosé, et quand vous regardez en dessous la progression du PIB, c'est le plat. Maintenant, le rendement, autrement dit, le rendement de ces investissements, de ces dépenses de milliards, d'injections de milliards de dollars, d'euros, de ce que vous voulez, a un rendement extraordinairement faible. Alors d'ailleurs, on le reconnaît de temps en temps parce qu'ils vous disent qu'en France, où on est le roi des gadgets, on a une liste haute comme ça d'astuces pour lutter contre le chômage et développer l'économie. Et en réalité, on s'aperçoit que le coût par salarié gagné dans le système est absolument astronomique. Bien. Donc ils n'ont pas compris qu'on est dans un changement de système, à savoir qu'on n'est plus dans une économie industrielle qui pouvait s'industrialiser. Alors, je vais quand même vous dire que « 10 minutes ?» Bah, d'accord. Donc, comment malgré tout développer l'économie? Il y a un Américain qui s'appelle Michael Porter, qui, dans les années 90, a publié la Bible, vous voyez, c'est un pavé de 800 et quelques pages, et il a fait une étude systématique d'une dizaine d'économies pour comprendre comment elles s'étaient enrichies et pourquoi. Et il en a sorti ce bouquin. Vous me doutez bien, je ne peux pas vous résumer ça très rapidement, mais malgré tout, je vais vous montrer un graphique qui permet, vous voyez, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous voyez là, vous voyez ça? Lui, il appelle ça le diamant. Moi, j'appelle ça un losange, mais enfin bon. Où il y a quatre pôles, puis ensuite des traits, vous voyez, entre tout le monde est relié à tout le monde. Bon. Alors, je vais vous dire rapidement ce qu'il y a dans chacun de ces 4 traits. Bon, la première condition pour qu'un pays se développe, c'est les facteurs de production. La production, d'abord. Ce sont les intrants, donc c'est soit la richesse naturelle des pays, quelle qu'elle soit. Bon, ressources humaines, ressources physiques, niveau de savoir, capital, mobilisation du capital possible ou non, l'infrastructure, les routes, les transports, la santé, tout ce qui est bon. Les nations qui réussissent sont celles qui sont particulièrement bonnes pour créer et surtout améliorer par l'innovation les facteurs importants. Il faut pour ça des mécanismes spécialisés, systèmes d'éducation, apprentissage, instituts de recherche publics et privés. C'est un effort permanent. Et le rôle du secteur privé dans la création des facteurs est indispensable pour obtenir la compétitivité. Les entreprises sont les mieux placées pour savoir quelles sont les meilleures conditions de succès dans leur secteur. Les organes gouvernementaux sont notoirement lents et incapables d'identifier les besoins nouveaux des industries. Bon, donc, production. Deuxième condition, la demande. La quantité de demande, plus encore que sa quantité, est décisive pour la compétitivité. 3 attributs sont importants. Sa composition, sa taille et son type de croissance.
et les mécanismes par lesquels les préférences de la demande nationale sont transmises au marché étranger. Alors, la composition de la demande détermine la façon dont les firmes perçoivent et interprètent et répondent aux besoins des acheteurs. C'est pour ça qu'il y a tous ces traits de liaison entre tous, c'est qu'il faut qu'il y ait une coopération permanente entre le public, les entreprises et les gens qui sont susceptibles d'apporter des innovations. Bon, la structure de la demande par segment, ça c'est très important parce que la demande, on peut par exemple, dans l'aviation de transport, bon, il y a une niche pour le transport avec des avions plus petits, tout à fait petits pour les présidents de société, etc. Oui, on peut éventuellement segmenter un marché. Donc même si vous n'êtes pas bon pour un marché global, vous pouvez être bon pour un segment de marché. Alors, sophistication et exigence des acheteurs. Alors, l'avantage que... Bon, je passe. La troisième condition, c'est que les industries soient complémentaires, les industries complémentaires compétitives. Ça, c'est très, très important. La force de la Suède, par exemple, dans les produits en acier, les roulements à billes, a bénéficié de sa compétence dans les aciers spéciaux. Vous voyez, la force de certaines industries, les semi-conducteurs, donne un avantage aux autres firmes du pays. Le succès de la Suisse dans les pharmaceutiques a été dû à un succès préalable dans la teinture. Le leadership de l'Italie dans la bijouterie d'or et d'argent tient en grande partie au fait que d'autres firmes italiennes produisent les 2/3 des machines à fabriquer des bijoux. Vous voyez là la complémentarité entre non seulement les fournisseurs et les utilisateurs, mais entre les industries qui peuvent avoir un point commun. Et donc, voilà. L'avantage le plus important tiré de la présence de fournisseurs nationaux est dans le processus d'innovation. Les fournisseurs aident les firmes à découvrir de nouvelles méthodes et opportunités d'appliquer de nouvelles technologies. Il est bien préférable d'avoir un fournisseur national que de dépendre de fournisseurs étrangers, ça c'est clair. Et les industries apparentées sont celles avec lesquelles les entreprises peuvent partager ou coordonner leurs activités ou celles dont les produits sont complémentaires. Par exemple, au Danemark, l'industrie de la laiterie et de la brasserie, qui est très importante, a entraîné une industrie apparentée dans les enzymes industrielles. En Allemagne, la chimie, qui est un point fort bien connu, a comme parents les encres d'imprimerie. Ils ont fait de grands progrès dans ce domaine. En Italie, l'éclairage a aidé l'ameublement. À Singapour, les services portuaires sont traduits par des réparations navales, etc. Donc vous voyez que le succès dans une industrie est spécialement vraisemblable si le pays a un avantage compétitif dans un certain nombre d'industries apparentées. Bon. Quatrième condition, c'est la structure et la stratégie des entreprises, la concurrence. Alors, chaque pays a son style de management d'entreprise. Elles sont soit familiales, par exemple en Italie ou en France, soit par de grosses structures comme en Allemagne, et la relation patronat-salarié, l'attitude envers les étrangers, etc., ça fait partie de la stratégie. Donc, la stratégie structure des entreprises nationales, le but des sociétés. Alors, le but des sociétés, ça dépend de la structure du capital. Est-ce que ce sont des actionnaires concentrés ou dispersés? Et quel est le rôle réel du conseil d'administration? Ça dépend aussi de la motivation des individus qui gèrent, parce que ça peut être la rémunération, le prestige, la fiscalité, le goût du risque. En tant qu'entrepreneur, son attitude est capitale. En Grande-Bretagne, travailler dans l'industrie est un statut inférieur à celui du clergé, du fonctionnaire ou du militaire. En France, si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous êtes bon à pas grand-chose. On sait faire pousser que ça, nous. Donc, alors la concurrence nationale, une forte corrélation. Alors les gens s'imaginent que la concurrence est un gâchis. C'est pas vrai du tout. La concurrence est absolument indispensable parce que sinon, vous vous endormez, c'est clair. Alors la concurrence, c'est une forte corrélation. Il l'a démontré dans son bouquin qu'il y a une forte corrélation entre la concurrence et la création, le maintien d'un avantage compétitif dans une industrie. C'est l'erreur de croire que la concurrence est du gaspillage. Les nations ayant une position dominante ont souvent une forte concurrence locale, même dans les entreprises ayant de grandes économies d'échelle, la pharmacie en Suisse par exemple, la chimie en Allemagne. L'économie d'échelle vient du succès à l'étranger.
La concurrence engendre une pression en faveur de l'innovation et de l'amélioration des produits et des procédés. Or, l'innovation, c'est le moteur du progrès. Donc, si vous tuez l'incitation à l'innovation, la mesure qui a été prise en France de ne plus, dans l'éducation dite nationale, de ne plus noter les élèves est une stupidité monstrueuse. Car si vous supprimez l'esprit d'émulation chez les gens, vous faites des fonctionnaires et vous n'en ferez rien d'autre. Alors en France, c'est peut-être ce qu'on veut, hein. Alors ça je veux bien. Bon. Alors, bref. Donc vous voyez que tout ce qui favorise la concurrence, l'esprit d'émulation, etc., est essentiel. Alors il y a deux facteurs exogènes qu'il a mentionnés. Le premier, c'est le rôle du hasard, tout bêtement. Hein. Il y a des discontinuités qui sont favorables au changement dans la position concurrentielle. Par exemple, la guerre, des décisions politiques. Le choc pétrolier, par exemple, a eu un effet extrêmement bénéfique au Japon, qui a entraîné une recherche systématique des économies d'énergie. Ils ont pris des mesures draconiennes et ils sont arrivés à des résultats assez remarquables. Donc vous voyez que le hasard, en bonne ou mauvaise part, peut avoir des incidences extrêmement favorables. Mais bon, c'est le hasard. Et ensuite, le gouvernement, évidemment. Alors, le gouvernement, il a un rôle essentiel à jouer dans la croissance. Donc on est très très loin, vous voyez, du libre-échange. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est que pour mesurer la compétitivité des nations, le Forum économique mondial, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est Davos. Et ces gens-là, ils font une publication annuelle qui est... C'est une bande d'économistes très avancés, et ils font tous les ans un rapport annuel. Voilà. Là, j'ai qu'un extrait parce que le bouquin il fait 545 pages, ou si vous voulez pour les plus modernes, 7832 kilooctets. Voilà, ça s'appelle la Global Competitiveness Report. Ça, c'est le dernier, 2012-2013. Donc, il range les pays par compétitivité. Malheureusement, la France, justement, est tombée maintenant au 21e, je crois qu'elle est au 21e rang. Voilà. Ouais. La France qui se plaçait encore à la 15e place en 2010, à la 18e en 2011, en 2012 elle était à la 21e, alors il y a de l'espoir pour la suite. Bien. Le taux de marge moyen des entreprises françaises n'a jamais été aussi bas en 35 ans. Avec 28,6%. C'est le taux le plus faible de la zone euro, la moyenne étant de 38%. Bien. Alors, ces gens-là, ils mesurent la compétitivité des économies en se basant sur 111 critères. Je ne vais pas vous énoncer les 111 critères. Mais dont la synthèse est pondérée et donne un indice global qui permet le classement que je viens de vous dire. Bon. La compétitivité est définie, elle est plus restrictive que celle que je vous ai dit tout à l'heure. La compétitivité est définie comme l'ensemble des institutions, des politiques et facteurs qui déterminent le niveau de productivité d'un pays. Et la productivité détermine à son tour la rentabilité attendue des investissements, ceci étant le moteur de la croissance. Et la compétitivité repose sur 12 piliers, dont chacun comprend plusieurs critères. Donc au total, ils ont 111 critères. Et ils font ces recherches depuis les années 80. Et voilà. Alors, ils publient aussi, donc ils donnent par pays, pour chacun des 111 critères, le classement national. Donc, pour la France, enfin bon, ça sert à rien, je vous donne, il y a trop de détails, j'en ai pas le temps. Donc, un autre tableau très instructif qu'ils publient, il résulte de l'enquête qu'ils mènent auprès des entreprises du pays qui doivent, sur une liste de 16 critères, indiquer par ordre d'importance décroissant ceux qu'ils considèrent comme les plus pénalisants. Là, ils s'adressent directement aux chefs d'entreprise. Pour la France, les chefs d'entreprise ont indiqué dans l'ordre, donc pénalisant. 1. La réglementation du travail. Alors, il faut savoir que le Code du travail est passé de 2600 à plus de 3200 pages entre 2005 et 2010. Ça fait une page supplémentaire tous les 3 jours. Avalez-les. Deuxièmement, l'accès au financement.
l'accès au financement. Les banques ne font pas leur travail, ça c'est clair. Troisièmement, les taux d'imposition, ça c'est bien connu. Quatrièmement, la réglementation fiscale. Alors là aussi, le CGI, Code général des impôts, comprend 2048 pages. Vous n'avez qu'à chercher. Cinquièmement, l'insuffisante capacité à innover. Et sixièmement, l'inefficience de la bureaucratie étatique. Nous sommes bien sur la voie du sous-développement. Alors un point très important à souligner, c'est qu'il y a une grande synergie, ce qui est souligné, entre les 12 piliers. Par exemple, la capacité d'innovation sera difficile à obtenir sans une main-d'œuvre bien éduquée et formée, sans un niveau d'éducation nécessaire des cadres, etc. Alors, ils ont tous leur importance, ces 12 piliers, bien sûr, mais malgré tout, ils les regroupent, eux, en trois catégories, selon l'état d'avancement déjà acquis par les économies. Bon, je passe, parce que je voudrais quand même vous dire un mot d'un auteur, 5 minutes. Je terminerai presque là-dessus, c'est la politique qu'il faut suivre. Est-ce que la situation est désespérée? Non, elle ne l'est pas. Mais il est certain que vous avez bien compris qu'il faut réindustrialiser dans une certaine mesure la France. Or, ça veut dire qu'il faut complètement abandonner le libre-échange systématique et revenir à un certain mercantilisme. Le mot a une très très mauvaise presse dans la littérature économique. Très mauvaise. Ça fait rien. Si vous ne le faites pas, on va crever. Ça, c'est simple. Donc, le mercantilisme, il faut le comprendre. Les néoclassiques l'ont complètement défiguré. Ils ont donné une image absurde du mercantilisme. Et je vais vous donner un exemple qui est emprunté à un auteur du XVIIe siècle qui s'appelle Antonio Serra, qui a publié en 1613 un brevet Trattato, etc., destiné au vice-roi de Naples et des deux Siciles. Ce brave Antonio Serra, c'était un Italien qui vivait à Naples, donc dans le royaume de Sicile, et qui voulait comprendre pourquoi Venise était prospère alors que Naples était dans la pauvreté, alors que Venise n'avait pas de matières premières, ressources naturelles, etc. Alors, l'intérêt de cet auteur, c'est Schumpeter nous dit ceci de lui. Je crois que l'on doit créditer cet homme, Antonio Serra, d'avoir été le premier à composer un traité scientifique et non systématique des principes de la politique économique. Pour l'essentiel, le traité concerne les facteurs dont dépend l'abondance non pas de monnaie, mais de marchandises. Pendant plusieurs décennies, il n'y a rien de comparable nulle part. Alors, Serra, il dit qu'il y a deux catégories de facteurs qui déterminent le développement économique d'une nation, les naturels et les accidentels. Bon, je passe sur les naturels. Les causes opèrent en synergie, il avait déjà vu ça lui. Divers facteurs indépendants et d'importance variable s'influent mutuellement. Le facteur le plus important est la quantité d'industrie manufacturière. 1613. Naples. Elle ne dépend que du travail de l'homme et non pas des richesses naturelles que le bon Dieu vous a données. Serra introduit ici la notion essentielle qui sera oubliée plus tard des rendements croissants et décroissants. C'est la grande différence entre l'agriculture et l'industrie, celle-ci est unique, parce que les coûts unitaires diminuent avec l'augmentation du volume de production, permettant une baisse des prix de vente. Baisse des prix de l'agriculture, alimentation moins chère, permet de payer les ouvriers plus cher, et ça améliore le niveau de vie de tout le monde. Les rendements croissants de l'industrie permettent ainsi une plus grande division du travail et une plus grande part d'un marché lui-même en expansion, d'où des profits plus élevés pour l'entrepreneur et finalement pour la nation. Serra lit donc la distinction entre rendement croissant et décroissant à la théorie de la division du travail que l'on trouvait déjà chez Xénophon. C'est pas vraiment une nouveauté. Plus est grande la division du travail, plus la cité est riche. Effectivement, plus il y a de métiers, plus il y a d'échanges, plus il y a de... Les mercantilistes, alors en Allemagne, ça s'appelle les caméralistes. Parce que les Allemands, alors ça aussi en France, on oublie de vous enseigner ça, mais l'économie vue par les Allemands a une toute autre tradition qui a été utilisée par Frédéric List, qui est parti ensuite aux États-Unis, qui est d'ailleurs, qui de libre-échangiste est devenu protectionniste, et on aurait tout intérêt à relire List, Frédéric List, qui
qui prône une politique justement de défense des industries. Bien. Alors, je passe parce que j'ai pas le temps. Bon, la seconde cause commune, c'est ce que Serra appelle le grand commerce. Ce qu'il entend par là, c'est l'importation de matières premières et l'exportation de produits finis. C'est la base de formation des États modernes. Depuis Henri VII en 1485, la croissance se fait par les exportations après industrialisation. La plus-value ainsi effectuée par la main-d'œuvre locale, avec des rendements croissants, alors qu'on laisse à l'étranger les rendements décroissants dans les colonies, bien entendu. Le mercantilisme fut au fond, historiquement, le moyen de formation de l'État par substitution de l'industrialisation à l'importation. À propos de Venise, Serra montre l'effet cumulatif des causes. Il dit « Le nombre des industries bénéficie aussi à la cité. Un facteur qui apporte beaucoup de gens ici, non seulement à cause des industries elles-mêmes, dans ce cas on leur attribuerait l'effet, mais aussi comme résultat de la simultanéité de ces deux facteurs ensemble, parce que l'un donne de la force à l'autre. La grande affluence due au commerce et à la situation géographique est accrue par les manufactures, et celle-ci bénéficie de l'affluence due au commerce, lequel bénéficie à son tour de cette même affluence de gens. Vous voyez, ce va-et-vient constant. Voilà la première description de l'effet cumulatif des causes dans l'analyse économique, le cercle vertueux du système national d'innovation. Et la Chine vient de décider, ah ça c'est aussi tout nouveau, la Chine vise à devenir une puissance technologique mondiale d'ici 2049. Et s'efforce d'être une nation de premier plan en matière d'innovation et de développement scientifique. Ils ont tout compris, hein, eux. Selon un document du gouvernement publié dimanche dernier, par le comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État, etc., le document intitulé « Opinion sur l'approfondissement de la réforme du système technologique et l'accélération de l'établissement du système national d'innovation » fixe l'objectif de la Chine de figurer parmi les pays innovateurs d'ici 2020. Bon, je vais passer les détails, mais eux, ils ont visiblement tout compris. Alors, la troisième cause, et la dernière, c'est la politique du gouvernement. Il faut souligner cette approche très pragmatique de Serra, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas de règle absolue et universelle. Ça aussi, c'est une leçon qui sera oubliée plus tard, notamment par le FMI et la Banque mondiale, et qui applique le même procédé stupide à tout le monde, et avec le même effet ruineux dans tous les cas. Expression d'une volonté, le gouvernement est finalement la plus puissante des causes, la cause efficiente de mise en œuvre des autres causes. L'approche mercantiliste du problème de la croissance économique consiste dans un soutien de l'initiative individuelle et non pas dans une intervention unilatérale de l'État. Sauf dans les cas où les barrières à l'entrée sont trop élevées pour l'individu, c'est alors la formule du capitalisme d'État, toujours en vigueur. Le principal aspect caractérisant l'histoire de Venise est le rôle dominant de l'État dans la vie de la cité, et la symbiose entre les secteurs publics et privés de l'économie, entre les intérêts publics et les intérêts privés. Contrairement à la main invisible de Mandeville et d'Adam Smith, cette tradition souligne l'importance de l'État jouant un rôle actif dans l'établissement des institutions et législations conduisant au développement économique. Voilà. Serra a montré le chemin que doit suivre toute nation soucieuse du développement. C'est ce qu'a vu avec la Corée, Taïwan, Singapour, et avant cela, le Japon avec le Meiji, et puis en Allemagne après 1870, et puis aux États-Unis, et puis partout, l'économie américaine. Le premier qui a attiré l'attention sur cette méthode, c'est Hamilton avec un rapport en 1791 qui expliquait comment faire développer l'économie américaine. Et sans le dire bien entendu, les Américains ont pratiqué, ils pratiquent toujours, un bon mercantilisme, plus ou moins déguisé, qui permet de protéger leurs propres industries, leurs propres économies contre une concurrence sauvage. Je termine, c'est ma conclusion. Et si on synthétisait les conditions requises pour que les nations échappent à la pauvreté et au sous-développement, si j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que dans la situation actuelle de la France, il faut absolument réindustrialiser une partie de notre économie. Ça veut dire que, par exemple, sur le textile, on ne sera pas les meilleurs au monde, ben alors.
il ne s'agit pas de vendre un total de monde, il s'agit d'assurer au moins le marché français, par exemple. Et il vaut mieux, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux disloquer complètement une industrie, la laisser aux Chinois, à Taïwan, à qui vous voulez, et puis se retrouver avec une masse de chômeurs dont on ne saura pas quoi faire parce qu'ils sont plus utilisables dans l'industrie, parce qu'une fois de plus, l'industrie de production de masse est terminée. Il faut bien le dire ça. Les grandes usines, alors maintenant ça marche encore, on va le supporter parce que c'est fait en Chine ou dans des pays. Alors maintenant, quoi que les Chinois, vous voyez, ils comprennent comment ça marche. Mais le personnel que vous mettez au chômage actuellement, vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça, sans transition, dans les services, puisque c'est les services qui vont assurer le développement. Donc il faut quand même assurer un minimum d'autarcie industrielle. Alors ça fait hurler non seulement les économistes, mais les hommes politiques d'abord les hommes politiques qui répètent ce que leur racontent les économistes. Alors, et ensuite, ils en sont toujours à Keynes, c'est à l'augmentation de la masse monétaire. Ils connaissent que ça. Bien. Donc, un jour peut-être qu'ils finiront par comprendre que le développement, il faut le faire avec donner du travail aux gens et un travail qu'ils soient capables de faire. Bon, l'industrie s'est terminée. Donc, il faut reconvertir, comme on a reconverti les populations agricoles du début du 19e, on les a mis dans des usines et dans des ateliers. Il faut trouver le moyen, alors je ne vais pas vous donner la recette moi-même tout de suite, mais il faut trouver le moyen de reconvertir les populations actuelles qui sont au chômage et qui viennent de l'industrie, de les reconvertir dans des activités qui répondent aux critères d'économie, de productivité et d'économie d'échelle éventuellement, et d'amélioration technique, technologique. Le fait, l'informatique, enfin l'informatique permet par exemple à des gens maintenant de travailler chez eux, et donc ça implique une nouvelle modification. Ça a été vrai à chaque fois qu'il y a une révolution industrielle, Carlota Pérez a démontré, la façon de gérer les entreprises se modifie à chaque fois. Et donc il faut inventer une nouvelle façon de gérer les entreprises, une nouvelle relation entre patronat et salariés. Il faut trouver, on est au départ, il faut une nouvelle pensée économique. Et là, je pense que le retour à pêche serait une assez bonne chose. Et deuxièmement, il faut aussi une conversion des industriels et des hommes politiques qui ont leur rôle important à jouer, comme je vous l'ai dit. Ça suppose une conversion. Est-ce qu'ils la feront? Franchement, j'en sais rien du tout. Mais actuellement, ce que je constate, c'est qu'ils continuent à appliquer bêtement les mesures keynésiennes. C'est comme l'éducation nationale. Ils sont nuls, etc. Mais ils manquent de moyens. Si vous leur donnez les moyens, ça va être beaucoup mieux demain. Pas vrai. Donc vous leur donnez tous les moyens que vous voulez et c'est toujours aussi nul. Donc actuellement, dans les banques centrales injectent des capitaux. Alors effectivement, la masse monétaire, ça ne se traduit pas encore dans l'inflation, mais vous ne perdez rien pour attendre. Ça, je vous garantis que d'ici peu de temps, vous allez voir ce qui va se passer. Mais enfin, donc ils n'ont rien compris du tout. Alors, bon, je conclue. La richesse ne tombe pas du ciel, ni des discours électoraux ou autres. Il faut la produire. Voilà. On la partagera ensuite, entre les travailleurs, les entreprises et l'État. Mais il faut la produire. L'homme est à la fois producteur et consommateur. La théorie économique classique qui sacrifie le premier au second ne nous est d'aucune utilité. Nous voyons aujourd'hui d'ailleurs le résultat de la politique économique basée sur cette théorie, c'est le libre-échange. Tout le monde devrait être gagnant. En réalité, alors là, le libre-échange, c'est l'image qui convient mieux, c'est un stand de boxe où vous mettez un poids lourd et un poids plume et devinez qui va gagner. Ça, c'est le libre-échange. Libre-échange des coûts, bien entendu. La distinction majeure entre les activités économiques et entre les activités à rendement croissant et à rendement décroissant. Pour les pays pauvres, faire passer le travailleur d'un secteur à l'autre. Le moteur du progrès, c'est l'innovation, au sens très large, procédés, produits, gestion, etc., qui est mise en œuvre par les entrepreneurs. Il faut les encourager. En France, on les fusille. Bien. Le secteur industriel est irremplaçable, y compris pour l'agriculture. Mais tout comme l'agriculture, même si les entreprises ne sont pas les plus efficientes du monde, c'est mieux que le chômage. Un certain protectionnisme est indispensable. La richesse est la conséquence d'une compétition imparfaite et dynamique. L'équilibre économique permet de belles équations, mais assure la mort de l'économie. Le principe du libre-échange ne conduit pas à l'harmonisation des économies, mais à la ruine des plus faibles.
Nous l'avons vu, souvenons-nous des 111 critères du Forum écomondial, la croissance économique résulte de la synergie entre tous ces facteurs. L'État a un rôle essentiel à jouer. Il est plus qu'un arbitre, il a un rôle positif, mais sa capacité de nuisance est également colossale. On le voit bien maintenant. Alors là, le programme de Hollande, c'est parfait. L'économie réelle a une priorité absolue sur l'économie financière. Toutes les nations qui sont devenues riches, toutes, je vous défie de me trouver une exception, toutes les nations qui sont devenues riches ont pratiqué le mercantilisme, sans le dire quelquefois. Il devrait inspirer la politique économique des nations, mutatis mutandis. Les circonstances modernes, écologie, ressources, etc., devraient inciter les consommateurs à revoir leur appétit de jouissance et leurs besoins et à modérer leurs appétits. Ça aussi, c'est une conversion indispensable dans le nouveau système. Alors, je vais terminer par une citation d'un économiste bien connu. Il a dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Ne vous mettez donc point en peine en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi nous vêtirons-nous, car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Bon, merci Claudéon pour cette très riche exposé, très riche, très important, très intéressant. Et ce qui me frappe justement, c'est qu'on finit par retomber sur le bon sens. C'est-à-dire qu'on voit qu'une théorie qui se lance dans des équations alors qu'on a une réalité multiforme qui n'est pas forcément une réalité mathématisable. Il faut bien comprendre que les êtres mathématiques sont des êtres de raison. Les réalités de l'économie sont des choses de tous les jours, sont des choses qui, évidemment, dont on ne peut pas, qu'on ne peut pas épuiser dans une définition mathématique. Donc il est normal que les théories économiques mathématisées, qu'on essaye d'universaliser et de généraliser, soient à côté d'un objet dont la nature ne se prête pas à ce genre de théorie. Donc merci à Claudéon pour nous avoir... Au fond, c'est à la fois apocalyptique, mais on finit par une note d'espoir, parce qu'on se rend compte qu'au fond, il suffit de reprendre des choses... Au fond, cette conclusion qu'il a donnée, c'est une liste de bon sens que, évidemment, on regrette de ne pas être capable de produire soi-même, mais on se dit, et ça date du XVIe siècle. Donc, vous voyez que, effectivement, rien n'est perdu à partir du moment où on reprend ses esprits, et où on a la volonté de produire. Parce que là aussi, ce que je trouve important dans cette conclusion, c'est l'idée que l'économie ne veut pas se rétablir toute seule, par exemple en injectant de l'argent. Pour que l'économie marche, il faut que les gens bossent. C'est une notion difficilement mathématisable, mais c'est évident. Donc nous avons un tout petit peu de temps pour les questions. Ces questions, je vous demande de les poser après avoir eu le micro. Je demande aussi à Claudéon de répondre aux questions de façon stricte, parce que nous sommes vraiment très très justes. Sachez-vous pas, oui, pardon. Très bien, bravo pour votre intervention. Ah, merci. Mais vous avez dit en particulier le protectionnisme est nécessaire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'évoque Maurice Allais, qui était prix Nobel d'économie, camarade de promotion, enfin, pas de promotion, bien sûr, mais de Polytechnique. L'Europe. Rappelons que l'empereur Claude, en l'an 15 après Jésus-Christ, pour lutter contre les importations bon marché de blé égyptien, pour protéger les Romains, avait introduit les contingents d'importation et les droits de douane. C'est une institution très ancienne, qu'a détruit la communauté européenne. Car la Commission européenne, qui avait eu une certaine sagesse en prévoyant dans le traité de Rome, par l'article 8, un délai de 12 ans pour supprimer les contingents d'importation et les droits de douane en 3 étapes en 6 pays, les a supprimés par l'initiative de M. Delors
en 1985 par l'acte unique européen. Le résultat est qu'en 2004, nous avons absorbé 10 pays, dont 8 pays ex-communistes, dont les salaires étaient 6 fois inférieurs aux nôtres à ce moment-là, et qui ont toujours des salaires de 3 à 4 fois inférieurs aux nôtres. Et c'est bien entendu ce qui fait la gloire de l'Allemagne, qui nous exporte ses voitures fabriquées en Pologne, en Slovaquie et en Roumanie. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, des Opel à 8 030 €. Pensez-vous qu'on peut importer une voiture allemande à 8 031 €? Et d'autre part, l'OMC, sous la direction de M. Pascal Lamy, qui en 2001 a admis la Chine dans l'OMC, en supprimant les contingents d'importation, les droits de douane, avec un pays dont les salaires sont de 7 à 17 fois inférieurs selon la région. Résultat, nous avons maintenant 10% de chômeurs. On en avait 3 il y a 30 ans. La balance commerciale est déficitaire de 70 milliards, dont 21 milliards avec la Chine et 17 milliards 500 000. Donc le premier c'est la Chine, le deuxième c'est les pays de l'Est, vous voyez ce que je veux dire. Et par conséquent, la solution est la restauration des contingents d'importation et des droits de douane vis-à-vis des pays dont les salaires sont très inférieurs aux nôtres et qui tuent l'industrie. Amen. Pour la petite information, M. Berthaud est ancien membre du Conseil économique et social. Ah ben, j'ai rien à dire, je l'approuve totalement. Cher monsieur, oui, je voudrais vous poser une question. Donc le thème de votre conférence, c'était la pauvreté et le sous-développement sont-ils inéluctables? Ma question va être très simple. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la loi anti-pauvreté que Dieu a donnée à Israël, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et est-ce que vous pensez que cette loi anti-pauvreté, est-ce qu'on pourrait l'appliquer aujourd'hui? C'est cette loi anti-pauvreté qu'on retrouve au chapitre 25 du Lévitique. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi et est-ce qu'on pourrait l'appliquer aujourd'hui? Pardonnez-moi, mais je n'ai pas vraiment présent dans l'esprit le chapitre 25. Donc là, franchement, je suis navré, mais Très bien. Je connais pas le problème. Enfin, oui. Je voulais vous demander ce que vous pensez du crédit social de Louis Vance. C'est pas la solution. Qu'est-ce que vous pensez de la publicité qui Non, mais tout le monde peut avoir des initiatives, avoir des idées applicables ici ou là, dans telle ou telle circonstance, mais c'est pas ce qu'on cherche. On cherche une mécanique générale. Il faut essayer de comprendre en fonction du système dans lequel on est. Il faut peut-être modifier le système. Ça, c'est d'ailleurs une autre proposition. Mais dans le système actuel, il faut au moins comprendre la situation. Or, ils ne la comprennent pas. Bon, les innovations, les astuces, c'est pas par des petites astuces que vous allez résoudre un problème aussi général que ça. Bon, le crédit social, c'est une initiative que je ne condamnerai pas, mais enfin qui ne répond pas aux besoins de réindustrialisation des pays et au développement des pays actuellement sous-développés. Oui, Madame Cellier, concernant l'agriculture, pardon, ici. Ah. Oui, concernant l'agriculture, je me permettrais d'avoir un certain désaccord avec vous. Parce qu'il y a eu une option qui a été prise, et là, ce qui a été dit de la FNSEA, d'ailleurs, il faudrait ici y faire allusion, c'est que on a délibérément, et c'est le fait de l'INRA notamment, on a délibérément supprimé tout ce qui pouvait aller dans le sens d'une connaissance qui est à peine ébauchée de la réalité fondamentale pour l'agriculture qu'est le sol qui n'est pas un support inerte, qui est un monde vivant d'une complexité que nous ne connaissons à peine. Or, justement, pour favoriser tous les bénéfices des industries concernant les produits phytosanitaires et autres, et avec l'esclavage des agriculteurs qui en résulte, on a délibérément supprimé les crédits aux recherches sur le sol
pour aller totalement vers ces procédés artificiels en quelque sorte, et qui contrecarrent la vie du sol, et qui entraînent tous les désastres que nous savons pour la santé aussi des populations. Alors, d'autre part, une agriculture saine, respectant à la fois la nature, reposant sur une connaissance beaucoup plus fine, à peine ébauchée de la nature, et respectant donc en aval aussi la santé des populations, réclamerait une main-d'œuvre nombreuse. Et il y aurait là et ça c'est quelque chose évidemment qui n'est pas du tout vu, ni encore moins connu, ni promu, mais il y a là une piste fondamentale et qui surtout a le mérite aussi de permettre le vrai but de l'économie, qui est avant tout quand même, il ne faut pas oublier l'étymologie, économie, oikos, nomos. Bon, c'est fondamentalement de permettre aux familles de vivre. Et quand on dit famille, il y a aussi une dimension qu'on n'a peut-être pas prise assez en compte, c'est le phénomène de la démographie. C'est-à-dire qu'il y a, tout le phénomène d'économie, c'est la prise en charge par des actifs, des non-actifs, c'est-à-dire les enfants, qui dans un premier temps coûtent, bien sûr, et ensuite les personnes âgées qui elles-mêmes dépendent des actifs. Donc, s'il y a un déséquilibre trop fort entre les actifs et les enfants, ou entre les actifs et les personnes âgées, l'économie ne peut pas fonctionner, véritablement répondre aux besoins de manière satisfaisante. Pas d'accord. Bon, or là, il y a vraiment une question fondamentale qu'on laisse beaucoup trop de côté. Mais c'est surtout concernant l'agriculture que là, je pense qu'il y a des options assez fondamentales à prendre, et notamment si on considère que l'ensemble des besoins économiques ne sont pas purement quantitatifs au sens étroit du terme, mais reposent sur bien autre chose, bien sûr. Sur l'agriculture, je ne pense pas avoir dit quoi que ce soit qui aille à l'encontre de ce que vous dites. Je n'ai pas parlé particulièrement des problèmes de l'économie de l'agriculture parce que ça nous entraîne dedans, mais je n'ai pas parlé non plus des problèmes du libre-échange, sauf par allusion brève. Mais effectivement, l'agriculture pose des problèmes économiques très particuliers dans une industrie industrielle telle que nous la pratiquons. Mais ça, on pourra en discuter, mais ça c'est un autre problème que j'ai pas abordé effectivement aujourd'hui. Quant au reste à l'élément qualitatif, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que, je l'ai dit, si vous relisez la définition que je vous ai donnée de qu'est-ce que c'est que la richesse, vous verrez qu'il est expressément mentionné qu'elle doit permettre à tout le monde. Or, quand vous dites que il y a des actifs et des non-actifs par les enfants, etc., justement, une bonne économie doit évidemment supporter ces non-actifs et elle en tient compte. Je ne considère pas qu'un pays est riche que si effectivement la moitié de la population est dans la pauvreté. Bon, enfin...